On pense souvent que la finalité, c'est l'argent, avoir plus sur son compte en banque. Mais si c'était une erreur de perspective, si l'argent n'était pas la destination, mais juste le carburant pour racheter quelque chose de bien plus précieux, son temps, ses choix, sa liberté. C'est un peu point de départ de notre discussion aujourd'hui. Absolument. Et pour creuser cette idée, on va s'appuyer sur une source unique qui propose un système vraiment complet, de A à Z. C'est le livre L'investisseur stratégique, Rachetez votre liberté, de l'auteur français Bertrand Roche. D'accord, donc ce n'est pas juste une collection de conseils. Non, pas du tout. C'est un véritable plan d'action, une méthode. Notre objectif alors, c'est de décortiquer ce plan, de comprendre la logique derrière chaque étape pour passer d'une posture où on subit un peu ses finances à une posture où l'on pilote sa vie. Exactement. Et pour nous faire entrer dans sa logique, l'auteur utilise une image qui est, je trouve, très très parlante. Ah oui, l'analogie de la matrice, ça m'a tout de suite marqué. C'est assez puissant, oui. Il décrit ce système un peu invisible qui nous entoure, le cycle métro-boulot-dodo, la pression à la consommation, les crédits qui nous engagent sur des décennies. C'est un courant qui nous emporte en fait. C'est ça. Et le livre ne dit pas «sortez du système», ce qui est souvent irréaliste. Il dit plutôt «apprenez les règles du jeu pour que le courant vous porte là où vous voulez aller», jusqu'à pouvoir un jour choisir de s'en affranchir. J'aime beaucoup cette idée, ne pas combattre le système, mais le retourner à son avantage. Alors, par où on commence pour débrancher les câbles? Quelle est la toute première question que le livre pose? La première question, et c'est la plus importante, pourquoi? Pourquoi investir? Quel est le but? Et pour éviter les réponses un peu vagues comme être riche ou être libre, le livre nous force à mettre un chiffre dessus. À quantifier la liberté. Voilà, à transformer ce concept abstrait en une cible quantifiable. L'exercice est très direct, prenez toutes vos dépenses annuelles, absolument toutes, et multipliez ce montant par 25. Attendez, fois 25. Ça a l'air un peu arbitraire comme ça. D'où sort ce chiffre magique? Alors ce n'est pas magique, c'est mathématique. C'est basé sur des décennies d'études, notamment ce qu'on appelle la règle des 4%. Ah oui, j'en ai entendu parler. L'idée, en gros, c'est qu'une fois que vous avez ce capital, donc vos dépenses annuelles fois 25, vous pouvez théoriquement retirer 4% de ce capital chaque année pour vivre. Indéfiniment. Et le capital se régénère? 100, c'est un 25e, d'où la multiplication par 25. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau. Pour rendre ça concret, le livre suit un personnage, Sandra. Comment ça s'applique à elle? Alors Sandra, elle fait ses comptes et elle voit qu'elle a 1400 € de dépenses mensuelles, plus environ 2400 € d'autres dépenses dans l'année, genre les impôts, les assurances, les vacances. Ok, En lissant tout ça, son besoin annuel total est de 19 200 €. On applique la formule. 19 200 € multiplié par 25. Et on arrive à un objectif de 480 000 €. 480 000 euros, quand même. C'est un chiffre qui peut paraître énorme, presque décourageant au premier abord. Ça l'est. Et le livre insiste là-dessus. Le but n'est pas de se dire c'est impossible. C'est d'avoir enfin un cap qui soit clair. Ce n'est plus un rêve flou, c'est une destination sur une carte. Et une fois qu'on a la destination, on peut commencer à tracer l'itinéraire. Précisément. Ce qui amène logiquement à l'étape suivante. Oui, la question qui vient tout de suite après. Maintenant qu'on sait où on met quoi comme essence dans la voiture? D'où vient l'argent? Exactement. C'est le calcul de la capacité d'épargne. La formule est enfantine, revenu, dépenses égale capacité d'épargne. Pour Sandra, elle gagne 2000 € de net par mois, elle a 1400 € de dépenses. Son moteur, son levier, c'est donc 600 € par mois. C'est avec cette somme qu'elle va pouvoir construire son chemin. D'accord, donc on a un cap à 480 000 euros et un moteur de 600 euros par mois. La logique primaire voudrait qu'elle injecte ces 600 euros tous les mois dans des investissements pour y arriver le plus vite possible, non? Et ce serait une erreur de débutant, une erreur que le livre veut absolument nous faire éviter. C'est tentant de vouloir aller vite, mais si on construit un gratte-ciel sur des fondations en sable, Il s'écroule à la première tempête. voilà. Avant d'investir le moindre euro, il faut absolument sécuriser. Pour ça, l'auteur propose de ne pas voir ces 600 € comme un seul bloc, mais de les diviser intelligemment en 4 enveloppes. Tiens, 4 enveloppes, ça me paraît un peu compliqué à gérer au quotidien. Est-ce que ce n'est pas le genre de bonne résolution qu'on abandonne au bout de 2 mois? Excellente objection. Et c'est là que le livre est malin. Il ne s'agit pas de le faire manuellement. Mais avant d'en parler, voyons à quoi elles servent. La première, c'est l'épargne pour les dépenses annuelles, pour lisser les grosses factures.
pour ne plus avoir la sueur froide en voyant arriver la taxe foncière. C'est exactement ça. La deuxième, c'est l'incontournable épargne de sécurité, le fameux matelas. 3 à 6 mois de dépenses sur un compte séparé, intouchable, sauf en cas de coup dur. Logique, on se protège des imprévus à court et moyen terme. Et les deux autres? La troisième, et elle est psychologiquement très importante, c'est l'épargne de trésorerie. Son seul but, se faire plaisir. Préparer des vacances, changer de canapé, sans jamais, au grand jamais, avoir recours à un crédit à la consommation. C'est l'enveloppe anti-frustration. J'aime bien ça. Et enfin, la quatrième et dernière, c'est l'épargne d'investissement. C'est la seule part qui sera réellement mise au travail sur les marchés. D'accord, je comprends mieux la logique. Ce n'est pas juste de la compartimentation, c'est une stratégie complète. Et pour Sandra, comment ça se traduit avec ces 600 € ? Alors, elle décide de répartir comme suit. 200 € pour les dépenses annuelles. 100 € dans sa trésorerie pour ses projets plaisir. 100 € de plus vont consolider son fonds de sécurité, mois après mois, et les 200 € qui restent sont dirigés vers l'enveloppe d'investissement. Ce qui fait 10% de son salaire d'ailleurs. Exactement. L'auteur recommande au moins 10%. Et on en revient à ma question sur la complexité. Comment on s'assure que ce système tienne dans la durée ? Pas un mot. L'automatisation. C'est le secret. Le livre insiste là-dessus. La discipline humaine a des limites, pas celle d'un système. Sandra met donc en place 4 virements automatiques et permanents qui partent de son compte courant le jour où elle reçoit son salaire. C'est fait, on n'y pense plus. Voilà. L'épargne n'est plus une décision à prendre, ce n'est plus un effort. On dépense ce qu'il reste après avoir épargné, et non l'inverse. D'accord, donc Sandra a mis en place cette machine à épargner qui tourne toute seule. C'est sécurisant. Mais l'argent qui va dans la 4e enveloppe, l'investissement, il ne peut pas juste rester sur un compte. C'est là que ça devient concret et un peu plus intimidant. Avec ses 200 € par mois, elle fait quoi ? Et le livre propose une réponse d'une simplicité désarmante, surtout pour une débutante. Les ETF, aussi appelés trackers. D'accord. Pour beaucoup, la bourse, ça ressemble à un casino. On essaye de deviner quelle action va monter. En quoi les ETF changent la donne ? Ils la changent complètement. Au lieu d'essayer de trouver l'aiguille dans la botte de foin, L'entreprise qui va cartonner ? oui, on achète toute la botte de foin. Avec un seul ETF, MSCI World par exemple, on devient d'un coup propriétaire d'une minuscule partie d'Apple, de Microsoft, de LVMH, des milliers d'entreprises. La diversification est instantanée. Instantanée et maximale, ce qui réduit drastiquement le risque. Le livre a une citation géniale de Sandra à ce moment-là. Ah oui, je m'en souviens, elle est excellente. Elle a une prise de conscience et elle se dit « Je vais arrêter d'acheter des iPhones et des sacs Louis Vuitton. À la place, je vais directement acheter des parts d'Apple et de LVMH avec mon ETF Monde. » C'est un basculement mental total. On passe de simple consommateur à copropriétaire de l'économie mondiale. C'est une perspective très puissante en effet. Ok, donc le quoi est résolu. Pour un débutant, les ETF, c'est simple et diversifié. Mais ça ne règle pas l'autre question qui paralyse tout le monde. Quand ? Est-ce que c'est le bon moment pour investir ? On entend ça partout. C'est le mythe du market timing, la tentation de vouloir acheter au plus bas et vendre au plus haut. Le livre est catégorique là-dessus et il s'appuie sur des études très connues comme celle de Dalbar. Chaque année, cette étude montre que l'investisseur particulier moyen obtient des performances bien inférieures à celles du marché. Et pas parce qu'il choisit mal ses produits. Non, mais parce qu'il gère mal ses émotions. C'est le fameux cycle, j'imagine. On est euphorique quand tout monte, on achète au plus haut par peur de rater le train. Et puis, quand le marché baisse, la panique s'installe. Et on vend tout au pire moment, en perdant de l'argent. C'est exactement ça. Pour briser ce cycle autodestructeur, la stratégie principale recommandée est le DCA, Dollar Cost Averaging. DCA ? Le principe est d'une simplicité biblique. On investit une somme fixe, à intervalles réguliers, quoi qu'il arrive. Les 200 € de Sandra, elle les investit le 15 de chaque mois. Point. Que le marché soit euphorique ou en pleine crise, le virement part. Ça lisse le prix d'achat et surtout ça retire complètement l'émotion de l'équation. Complètement. À 100%. C'est fou de se dire que la stratégie la plus efficace est aussi la plus ennuyeuse. Ça va à l'encontre de toute l'image qu'on a de l'investisseur de Wall Street. C'est la beauté de la chose. La régularité bat la pseudo-génialité. Le livre mentionne d'autres approches, comme le lump sum ou le smart DCA. Mais il insiste sur le fait que le DCA est le pilier. Juste un mot là-dessus, ça m'intrigue. En une phrase, c'est quoi la différence ? Très bonne question. Le lump sum, c'est investir une grosse somme d'un seul coup. Statistiquement, c'est souvent plus performant.
Mais psychologiquement, c'est très dur si le marché baisse juste après. En panique. Voilà. Et le Smart DCA, c'est essayer d'investir un peu plus quand le marché a baissé. C'est déjà plus avancé. Pour un débutant, le DCA classique est parfait, parce qu'il construit la discipline et la confiance. Le temps dans le marché est plus important que le timing. C'est la clé. D'accord, c'est très clair. La méthode est logique, rationnelle presque, apaisante en temps normal. On met le pilote auto et on laisse faire. Mais ça m'amène à la question qui fâche, la question qui fait vraiment peur. Et si tout s'effondre? Pas une petite baisse de 10%, mais un vrai crash, une crise majeure style 2008. Est-ce que le DCA suffit? Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur de la méthode de l'auteur. C'est ce qui, selon lui, fait la différence entre un bon système et un système vraiment robuste. Et la réponse est non. Le DCA seul ne suffit pas à gérer la psychologie d'une crise. Il faut autre chose? Il faut un combo gagnant. 2 piliers stratégiques conçus spécifiquement pour les temps de crise, pour transformer la peur en opportunité. Un plan anti-panique, en somme. Quels sont ces 2 piliers? Le premier, c'est la réserve stratégique. C'est une poche de liquidité, du cash, gardé délibérément en dehors du marché. Elle représente une part significative du portefeuille, environ 30%. Son unique objectif, ce n'est pas de dormir, c'est d'être de la poudre sèche, prête à être déployée. C'est une arme psychologique, en fait. Quand tout le monde a peur, on a des munitions. C'est exactement ça. La psychologie ici est fascinante. Quand tout le monde panique, l'investisseur stratégique, lui, ressent une forme d'excitation contrôlée. La crise devient le moment qu'il attendait. Mais avoir cette poudre sèche ne suffit pas. Il faut savoir quand et comment l'utiliser. C'est le deuxième pilier. Le plan d'attaque, j'imagine. Précisément. Le plan de réinvestissement pyramidal. C'est un protocole d'action écrit noir sur blanc, décidé à froid des mois ou des années avant la crise. Ce plan définit des paliers de baisse qui déclenchent des investissements. Par exemple, Par exemple, si le marché baisse de 20%, j'investis 10% de ma réserve. S'il baisse de 30%, j'investis 30% de plus. S'il baisse de 40%, et ainsi de suite. je comprends l'idée. C'est rassurant sur le papier. Mais est-ce que c'est réaliste? Quand on voit son portefeuille perdre 30%, est-ce que la panique ne prend pas le dessus même avec un plan? Le livre aborde ça de front. Le but de ce système n'est pas de supprimer l'émotion. C'est impossible. C'est de la court-circuiter. En pleine tempête, le cerveau émotionnel hurle « vent tout ». Mais le système donne une action simple et prédéfinie à accomplir. Au lieu de la question paralysante « qu'est-ce que je dois faire ?», la seule question devient « où en est-on sur mon plan ?» Ah, palier des moins 30%, j'exécute l'ordre. L'action chasse la panique. Le système nous protège de nous-mêmes. Voilà. Les crises ne sont plus des événements à subir, mais des opportunités attendues, planifiées et méthodiquement exploitées. Le parcours est donc complet. On part de son objectif chiffré, on bâtit des fondations solides avec les enveloppes automatisées, on investit régulièrement avec le DCA. Et on se prépare à l'inévitable tempête. Non pas en espérant qu'elle n'arrive pas, mais en préparant un plan de bataille. C'est un système conçu pour la sérénité. L'épilogue du livre avec Sandra, 1 an plus tard, est une parfaite illustration de tout ça. Oui, c'est le test du feu. 1 an après, le marché chute brutalement de 20%. Son ancienne fournelle y aurait probablement paniqué, vendue à perte. Mais la nouvelle Sandra, qui a suivi la méthode, A une réaction complètement différente. Elle ressent la peur, bien sûr, mais elle ne la laisse pas piloter. Elle ouvre son carnet, consulte son plan, elle voit que le premier palier est atteint. Calmement, elle passe l'ordre d'achat pour déployer la première tranche de sa réserve stratégique. elle n'a pas seulement survécu, elle a utilisé la crise à son avantage. Exactement. En achetant des actifs en solde, comme prévu. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle en sort non seulement avec un portefeuille plus performant à l'avenir, mais surtout avec une confiance inébranlable dans son système. C'est la validation ultime. La méthode l'a protégée de ses propres émotions. Elle a gagné en capital, mais surtout en sérénité. Et ça nous amène à la pensée finale, une idée qui renverse vraiment la table. On passe notre temps à essayer de comprendre l'économie, de prédire les marchés. Et si on se trompait de combat? Le livre suggère que le plus grand défi, ce n'est pas de maîtriser le marché, c'est de se maîtriser soi-même. Ce qui change complètement la question qu'on devrait se poser. La bonne question n'est pas « comment puis-je prédire l'avenir ?» car personne ne le peut. La vraie question, la plus stratégique, est celle-ci. Quel système puis-je mettre en place aujourd'hui pour que mon comportement futur, surtout sous pression, soit le bon, et ce sans même avoir à y réfléchir?
C'est tout l'esprit de la méthode.